Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Aujourd'hui, je rencontre Benjamin Aubry, architecte cofondateur de la start-up Iudo. On y parle des pavillons du Grand Paris, du tissu urbain de Tokyo et de sa mutation permanente, mais aussi de la naissance d'une start-up, du difficile exercice de densification du tissu pavillonnaire et puis de la ville incrémentale. Bonne écoute. Benjamin Aubry, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement ? Oui, alors je suis Benjamin Aubry, architecte en tout cas de formation, et je suis cofondateur de Iudo, qui est une start-up où on accompagne des propriétaires fonciers, donc en particulier des propriétaires de pavillons ou de terrains individuels dans le développement de projets immobiliers sur mesure. Bon, alors on va expliquer tout ça, Oui. on va prendre le temps de l'expliquer, et on va voir, c'est un petit peu différent, enfin évidemment. Alors vous êtes en mode start-up, donc on est encore sur une phase expérimentale. Tout à fait. On peut revenir un petit peu en arrière, donc tu es architecte, Oui. Et tu es né dans le périurbain finalement. C'est ça, oui. Alors je suis né en fait plus exactement à Laval et j'ai grandi à Palaiseau, donc qui est en région parisienne sur le RER B, ville qui touche le plateau de Saclay, enfin, en tout cas une partie du plateau de Saclay. Et donc j'ai grandi dans un pavillon, dans une zone dite pavillonnaire, mais en réalité un peu mixte. C'est-à-dire un petit peu de collectif, un petit peu de pavillon, et pas vraiment du lotissement au sens où on l'entend. C'est-à-dire que c'était plutôt du lotissement libre, des terrains qui ont été découpés au fur et à mesure des années. Et avec du coup une grande diversité de maisons, autant de maisons de catalogue qu'il pouvait y avoir une maison d'architecte juste à côté. Donc c'était assez divers. Alors un petit éclaté du Grand Paris dans sa façon de se constituer. Ouais. Dans nos discussions, tu me disais que ça avait nourri, alors si ce n'est ta pratique d'architecte aujourd'hui sans doute, mais en tout cas tes réflexions d'étudiants en architecture, en tout cas peut-être nourri en termes de questionnement. Oui. Alors en fait quand j'ai commencé les études d'archi, c'était déjà, je continuais à vivre dans la maison pendant quasiment un an, pendant mon cycle licence. Et c'était un peu l'étonnement que j'avais déjà, de se dire que, en urbanisme, en architecture, on ne parle pas beaucoup du pavillonnaire qui est quand même présent un petit peu partout, et notamment le chemin que je faisais pour aller à l'école, en passant par le plateau de Saclay, on voyait quand même beaucoup de lotissements qui se construisaient. Finalement, la ville normale, la ville du quotidien. La ville du quotidien, vraiment. En l'occurrence, c'est vraiment le cas. C'est vraiment cette ville qu'on voit un peu partout et finalement dont on parle assez peu en école d'architecture. Parce que je me souviens que dès les premières années, en fait, qu'est-ce qu'on allait voir ? On allait voir des ZAC à Paris 13e, etc. Mais l'endroit du quotidien était assez peu, en tout cas, un sujet d'étude. Et en tout cas, un des éléments marquants, c'est que je savais que c'était un sujet qui m'intéressait, notamment un peu par quelque chose il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ces lotissements qui se fabriquaient, qui continuaient sur le plateau. Je trouvais triste, en fait, très monotone, très ennuyeux. Et puis, en même temps, il y avait un peu une sorte d'idée de se dire, tiens, ce serait quand même chouette de construire un petit bâtiment là-dedans, dans cette espèce d'endroit où j'ai grandi. Je voyais qu'il y a une certaine richesse, en fait, assez inspirante. Et du coup, en fait, un des moments marquants, ça a été la visite d'une exposition qui s'appelait Archilab, et qui était donc Archilab Japon à Orléans, et c'était une visite qui était organisée par l'école, ou l'association de l'école. Et ça a été un moment complètement renversant pour moi, où je me suis dit, mais tiens, en fait, ce qu'on voyait, c'était des petites maquettes, une sorte de ville qui était, la présentation d'une ville, donc, en l'occurrence très centrée sur Tokyo. Avec beaucoup de petites architectures, mais des choses à la fois avec un peu de collectif, un peu d'individuel. Et je me dis, mais tiens, est-ce que ce serait pas ça une solution pour les quartiers pavillonnaires, ou un avenir des quartiers pavillonnaires ?
Oui, donc là, tu retrouvais en fait le sujet d'intérêt, mais qui n'était pas vraiment un sujet à l'école. Et peut-être une des voies pour le traiter de façon plus satisfaisante que ce que tu voyais et ce qu'on voit encore d'ailleurs au quotidien. Hein. Alors, c'est ton premier contact avec le Japon, cette exposition ? Oui. Ah ouais, ça c'était en 2006. D'accord, t'as pas de relation amont, j'ai envie de dire. Non, j'avais pas de relation amont avec le Japon, je connaissais pas vraiment, j'en ai vaguement entendu parler. Enfin, si je connaissais le Japon, mais j'avais jamais porté plus d'intérêt que ça au Japon. Et en revanche, là, ça a été un moment où je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose de complètement différent qui se passe là-bas. Et en même temps d'incroyablement inspirant à travers en fait surtout l'architecture contemporaine, mais qui n'était pas forcément une architecture de musée ou autre, qui était vraiment une architecture du quotidien. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une volonté d'y aller. Donc j'ai été faire un premier stage en 2007. Donc ça veut dire que là tu prends la décision de partir au Japon. Commencer à aller voir. D'accord. Et dans quel cadre, comment tout ça s'organise ? Alors, j'ai été faire un stage, j'ai demandé à faire un stage. Au début, je voulais aller chez Atelier Boho, puis finalement, j'ai trouvé chez Sanaa, par contact. Donc, j'ai commencé chez Sanaa. En l'occurrence, ce n'est pas forcément le Japon qui m'a... Enfin, c'était un stage sur le Louvre-Lens, donc c'était pas vraiment l'architecture directement qui m'intéressait. La petite maison individuelle sur la parcelle de 80 mètres carrés. Tout à fait, on n'était pas là, mais c'était un moment, en tout cas, de découverte de Tokyo. Et puis, ce que j'ai peut-être pas mentionné aussi, c'est que j'avais avant le Japon, même avant d'y aller. Ah non, j'ai même oublié. Non, j'avais été un été avant voir un ami qui était à Tokyo. Et du coup, j'avais commencé. Au moment où j'étais en deuxième année d'architecture, un mémoire sur la question de la ville pavillonnaire et pourquoi l'étalement urbain et qu'est-ce que les gens recherchent dans la ville pavillonnaire. Et à la fin de ce mémoire, j'avais notamment évoqué l'architecture, enfin le Japon, comme peut-être une sorte de solution à la fois qui pourrait répondre à ces sujets à la fois d'envie d'individuel, de terrain, de domesticité en fait, que je pouvais voir finalement dans le pavillonnaire, parce que les gens aiment dans le pavillonnaire. Et du coup ensuite donc j'ai été Alors peut-être qu'on s'arrête sur ce document-là. Enfin je vais te résumer sans doute mal et puis les années ont passé depuis et sans doute as-tu évolué, mais en tout cas moi je trouvais intéressant le raisonnement qui était de dire le pavillonnaire existe, il est insatisfaisant dans ce qu'il est, pour autant il répond à des aspirations de ses habitants qui sont intéressantes et quelque part tu conclus en disant oui il y a un enjeu de densité, oui il y a un enjeu de lutte contre l'étalement urbain, pour autant l'ennemi n'est pas forcément l'habitat individuel, encore faut-il arriver à le faire différemment. Alors je te traduis très mal, mais il y a un virage sur lequel vous êtes encore aujourd'hui avant qu'on retourne à Tokyo. Alors on peut retourner à Tokyo et même je peux réintroduire un tout petit peu plus sur la question du mémoire que j'avais fait, qui était un mémoire en sociologie, enfin dans le module de sociologie, moi qui m'avait beaucoup marqué justement, j'étais allé interviewer des habitants, et donc il y a des habitants du plateau de Saclay et des habitants d'ici les Moulineaux. Les deux ont donc des contextes urbains assez différents, ici les Moulineaux beaucoup plus dense que le plateau de Saclay, plutôt lotissement. Et ce qui m'avait beaucoup marqué en fait, et en lisant aussi les pavillonnaires de Françoise Chollet, de Nicole Aumont, c'était en fait le sujet de l'appropriation, la capacité de s'approprier son propre logement, être chez soi, mais aussi le fait de se l'approprier dans le sens où le pavillon a cette particularité qui c'est un lieu où on peut l'étendre en fonction de ses besoins. On peut habiter en haut, ensuite on peut aménager le bas, on peut rajouter une véranda, on peut planter un arbre, on peut faire son jardin ou ne pas le faire, on peut rajouter une terrasse. Un enfant arrive, on a grandi, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est un peu cette espèce de lieu, un peu le champ du domestique, c'est sans que ce soit déterminé par avance, c'est le pavillon. Et c'est ça qui fait en même temps sa richesse, en fait. Je trouve qu'il est vraiment qui fait la richesse d'une ville pavillonnaire, en tout cas pas les villes qui sont figées, on pourra peut-être y revenir, mais il y a différents types de pavillonnaires. Pavillonnaire qui est vraiment issu d'un bloc, en tout cas qui a été construit d'un coup, où en fait derrière il y a un règlement de lotissement et on peut quasiment rien faire. Et le pavillonnaire plutôt libre, où en fait
au fur et à mesure des années, c'est un tissu qui évolue avec ses habitants. Alors, partons à Tokyo, justement, sur lequel on a à la fois un tissu individuel, mais surtout une dynamique de transformation qui est à la fois une vérité de ce siècle, mais aussi quelque part une vérité historique, voire géographique, qui vient pas de nulle part. Il y a une constance finalement dans le tissu urbain d'une ville comme Tokyo, c'est sa transformation et la rapidité de transformation. Tu peux nous en parler justement, puisque c'est en tout cas l'exemple que tu prends à plusieurs moments sur cette capacité d'avoir une ville extrêmement plastique et donc extrêmement diverse. Tout à fait. Je vais pas forcément revenir sur toute l'histoire de Tokyo. C'est une ville qui a une particularité, c'est qu'elle est énormément mue par le privé. C'est-à-dire que la puissance publique a très peu de pouvoir sur l'aménagement de la ville. Elle en a eu un petit peu au moment des années 70 quand il s'agissait de faire des infrastructures. Et ces infrastructures, par exemple, elles étaient principalement au-dessus d'anciennes emprises publiques et notamment des emprises d'anciens canaux, qui explique notamment parfois des formes très étranges d'autoroutes sur différents étages, etc. Et tout ça cohabite en fait avec un tissu privé constitué principalement de petites parcelles qui muent un petit peu en fonction des différents besoins de la société. Donc des parcelles qui à la fois peuvent accueillir une maison, parfois qui accueillent un petit immeuble, qui peuvent se regrouper, qui peuvent se rediviser. Et c'est un phénomène qui est très bien expliqué par un livre, par un ouvrage qui s'appelle Tokyo Metabolizing, qui était aussi donc le titre de la Biennale de Venise, du pavillon japonais de la Biennale de Venise en 2014, si je ne me trompe pas. Et qui parlait justement de cette ville en fait qui se régénère sur elle-même en permanence, avec notamment, alors ça s'explique par beaucoup de raisons, mais des cycles de vie de bâtiments qui sont beaucoup plus courts. C'est en moyenne un bâtiment à Tokyo, enfin au Japon, une espérance de vie de 30 ans. Donc là, parce qu'on rappelle aussi qu'on est sur un contexte particulier, il y a eu à la fois une guerre, oui. Mais il y a aussi des typhons, des tremblements de terre, des grands incendies qui ont marqué vraiment très fortement le tissu et qui quelque part font sans doute culturellement, mais aussi dans les modes constructifs, il y a cette habitude de construire et reconstruire. Exactement. On ne construit pas pour ses petits-enfants, en fait. Exactement. Ce qu'il faut savoir, notamment, je trouve que c'est très symptomatique, c'est que sur la chaîne météo japonaise, il y a un petit onglet, la chaîne sur le site internet de météo japonais, il y a un petit onglet tremblement de terre. Il y en a tous les jours. Ça fait partie, le Japon vit avec la catastrophe, vit du coup avec ce renouvellement permanent de devoir reconstruire. Les bâtiments sont pas faits pour durer, d'ailleurs c'est pour ça que les fondations sont en général assez légères, c'est des bâtiments qui sont plutôt posés sur le sol que ancrés comme ça peut l'être en Occident et donc ça participe évidemment à cette culture du renouvellement très important et de la culture d'absorption aussi du Japon. De différentes capacités de la ville à absorber différentes contingences ou influences extérieures. On parle beaucoup de résilience en ce moment. Là, ce serait non pas le retour à la situation d'avant, mais cette résilience poussée, ce que j'aime bien appeler la ville adaptative, c'est-à-dire la ville après le choc n'est pas la ville d'avant. Elle s'est transformée, elle s'est adaptée. Alors ça fait aussi un tissu qui est extrêmement hétérogène. Comment on pourrait décrire ces bouts de vie là ? Alors parfois c'est un peu caractérisé comme une sorte d'amibe, en fait quelque chose d'un tissu organique qui se reconstituerait, qui s'étend lui-même, qui se resserre. Ce qui est intéressant notamment au Japon à voir, je pense qui est très marquant, c'est une réforme agraire qui est absolument extrêmement importante, qui a eu lieu après-guerre et qui explique notamment la forme actuelle qu'on connaît, en tout cas de la ville japonaise, qui est constituée de petites parcelles, c'est-à-dire que c'était la réforme agraire en fait auparavant le Japon jusque récemment était presque une forme féodale, en tout cas politiquement, c'est-à-dire qu'on avait des grands propriétaires de terres agricoles qui du coup avec cette réforme en fait ont été quasi expropriés. Et les terres ont été redistribuées à la découpe aux petits exploitants, aux paysans qui habitaient. Alors on est sur les méthodes libérales importées des États-Unis, oui. Du Japon d'après-guerre. Alors il y a un débat là-dessus. Il semblerait que ce soit pas forcément imposé par les Américains, que c'était aussi quelque chose qui germait au Japon, au sein de la société japonaise, qui avait une vraie volonté de revanche. Enfin bon, il y a plusieurs théories. Je suis pas spécialiste de cette réforme, mais en tout cas c'est une réforme qui est extrêmement majeure. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'urbanisation, comme
partout un peu dans le monde, mais en Occident à ce moment-là, il y a eu un étalement urbain extrêmement important, du coup, qui a rattrapé ces campagnes. Et donc, cette division parcellaire est restée. Et on a eu, notamment, un phénomène de lotissement qui a été marqué aussi dessus. Enfin, il y a pas de rentrer dans tous les détails, mais ce qui explique aujourd'hui que le Japon soit composé de plein de petites parcelles et qu'on ait cette espèce de culture au niveau de la parcelle qui se redivise, qui se redécoupe, de revente, etc. C'est notamment lié à le résultat de cette réforme agraire. Ce qui nous donne donc un tissu très particulier. Ce qui donne un tissu autant avec des toutes petites maisons, et puis parfois des maisons qui sont implantées sur un terrain qui fait presque la taille d'un parking, ou des bâtiments plus ou moins grands. Ce qui est très marquant à Tokyo, c'est qu'on peut avoir justement cette cohabitation de très très grosses opérations immobilières. Je pense à une opération qui s'appelle Roppongi Hills, qui est du coup dans un épicentre de Tokyo. Qui a été constitué par un grand promoteur japonais, où en fait les parcelles pour construire cette opération, il y a eu 15 ans de prospection, de démarchage foncier des petits propriétaires pour reconstituer quelque chose de très vaste, et donc sur lequel il y avait de l'emprise publique qui a été rachetée, réintégrée. Donc c'est une opération extrêmement complexe, mais qui aujourd'hui ferait rêver beaucoup de promoteurs en France. Et puis ça cohabite avec inversement des endroits avec des tout petits morceaux de terrain qui ont été divisés, redivisés, et sur lesquels il y a une vraie ingéniosité spatiale aussi. Donc on a autant parfois des endroits. La majorité de Tokyo, c'est pas forcément une très belle ville du point de vue purement esthétique, mais c'est une ville qui est extrêmement vivante et qui est en capacité d'absorber beaucoup d'activités, de choses différentes. Et aussi de laisser des opportunités. C'est ça que je trouve intéressant dans cette ville, c'est qu'elle offre beaucoup d'opportunités, tant aux architectes qu'aux constructeurs ou à quelqu'un qui veut lancer un petit business, etc. Avec notamment une grande liberté formelle, qui fait qu'aujourd'hui il y a des générations de bâtiments, notamment de maisons individuelles qui se jouxtent avec des modes constructifs et des parties pré-esthétiques extrêmement différents, et que tout ça finalement crée une forme d'immense bazar, mais qui a aussi ce grand intérêt. Tout à fait. Il y a un vrai charme, il y a quelque chose vraiment c'est une sorte de chaos assez charmant. Et c'est vrai qu'en fait, les règles urbaines au Japon sont très différentes des nôtres. C'est-à-dire qu'elles sont pas tant sur l'aspect esthétique ou recul obligatoire. C'est plutôt des questions avant tout de sécurité contre les incendies. Le doute contre les incendies qui sont vraiment l'ennemi numéro 1 des Japonais. Et du coup, les bâtiments sont tous séparés, ne sont pas collés, ne sont pas mitoyens. Donc on a toujours une petite distance de 50 cm à 1 mètre entre chaque bâtiment. Donc on a un peu des plots comme ça. Et puis il y a d'autres aspects qui sont notamment l'ensoleillement du voisin, donc qui explique un certain nombre de pans coupés pour que le voisin bénéficie d'au moins 1 heure d'ensoleillement par an. Donc on va revenir à Paris, on va revenir au Grand Paris, parce qu'à un moment donc tu reviens, quoi qu'il en soit, inspiré de tout ça, on va le voir, avec notamment tout un travail d'exploration autour du Grand Paris et une exposition qui a sans doute marqué aussi votre dynamique de réflexion sur IUDO pour qu'on y vienne évidemment. Peut-être nous parler un petit peu du parti pris de cette exposition et de ce que vous en avez tiré. Alors, suite à mon retour du Japon, où j'ai du coup passé j'ai été à plusieurs reprises, j'ai travaillé notamment, j'ai enfin après fait un stage chez Atelier Boho, qui étaient des architectes, notamment à l'origine de Tokyo Metabulizing, et puis chez un autre petit architecte, Nakayama Hideyuki, qui justement travaillait sur ces sujets-là. J'avais fait mon mémoire. Je suis rentré, donc j'avais fait mon mémoire, comment on peut s'inspirer de la ville japonaise pour repenser les quartiers pavillonnaires en France. J'ai continué à travailler sur le sujet, et j'ai été ensuite travailler à l'AUC. Je passe un certain nombre de choses, et donc pour revenir donc sur cette exposition, l'idée c'était de voir comment
Alors, il y avait plusieurs constats, peut-être avant d'arriver à ça. Oui, très bien. Moi, j'avais fait mon diplôme, du coup, sur le sujet du pavillonnaire, et très inspiré du Japon, justement, de ces petites formes un peu multiples, où on pouvait trouver à la fois des espaces, des bureaux. Donc là, on avait déjà, à ce moment-là, on avait fait notre diplôme à deux, on avait travaillé sur le sujet du télétravail, comment le télétravail, c'était en 2011, peut venir créer des petites poches de développement, en tout cas de tiers-lieux ou de bureaux de proximité dans les quartiers pavillonnaires pour créer de la vie, éviter des déplacements, en tout cas longs, pour les gens qui se déplacent sur des grandes distances. Et puis sur toute l'économie d'internet aussi qui nous semblait être très importante, mais bon, ça viendra, je pourrais y revenir. Et puis je me souviens, donc on avait travaillé là-dessus, on avait produit un certain nombre d'études de cas un peu imaginaires, alors parfois avec un petit peu de division, parfois dans une dent creuse. Et puis ce diplôme, il avait plutôt bien marché, il avait été exposé au pavillon de l'Arsenal parmi d'autres diplômes en 2012 ou 2013. Et je me souviens, donc ça intéressait à un moment donné le sujet du pavillonnaire, que c'était intéressait beaucoup Nexity. Et on avait rencontré Nexity pour venir présenter notre diplôme, donc à des responsables de ce promoteur. Et je me souviens assez vite, quand on a présenté les choses, quasiment ils ont balayé du revers d'une main en disant bon, c'est très mignon, c'est très intéressant, mais c'est des échelles qui sont pas tout rentables. Et je me suis quand même posé la question, je me dis mais comment ça se fait que ce soit rentable au Japon? Parce que ça marche très bien, je veux dire, c'est vraiment un écosystème là-bas. Et comment parce que quand même on crée des mètres carrés, on crée de l'immobilier, ne peut pas être rentable. Donc là, tu sors de la question formelle, du regard sur un lieu, et on rentre sur la question du processus, Exactement. de l'économie de projet. On rentre dans le cœur de la mécanique. On se détache un peu de l'architecture, même si ça en fait sans doute partie. Mais là, tu rentres vraiment dans le cœur du moteur. Tout à fait. C'était de se dire, en fait, donc, si c'est pas rentable, c'est que c'est peut-être le modèle économique de la promotion qui fait que ce n'est pas rentable de produire ça. Et en effet, quand on y réfléchit, le foncier est trop cher, c'est des trop petits fonciers, ça nécessite de mobiliser par rapport à leur échelle trop de personnes pour pouvoir vraiment dégager un bénéfice satisfaisant. Puis il y a d'autres problématiques qui sont que aussi les exigences en matière de retour sur investissement sont de plus en plus importantes de la part de ces promoteurs. Donc on s'est dit, pour que ce soit vraiment pour que ça fonctionne, en fait, il faut que ce soit peut-être les petits propriétaires eux-mêmes qui soient les instigateurs de ce genre de projet, notamment parce qu'ils possèdent le foncier. Et c'est à partir de là que un peu toute une réflexion est venue, alors notamment nourrie par Bimby, donc j'avais entendu parler, que j'avais regardé avec intérêt, en se disant en effet peut-être qu'on n'a jamais eu autant de petits propriétaires, que ces petits propriétaires ils ont des besoins, et je l'avais constaté à titre personnel par mon propre père, donc là où j'ai grandi, où mon père a transformé la maison dans laquelle on a grandi, une fois qu'on est parti, en plusieurs logements. Donc, il s'est gardé le rez-de-chaussée, puis l'étage, il l'a transformé en des appartements indépendants. Donc des choses qui sont tout à fait correctes et habitables. Mais je me dis, tiens, il aurait pu mieux faire, et s'il avait vraiment été accompagné, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, peut-être en faisant quelque chose, peut-être une surélévation, enfin voilà, développer d'autres choses. En fait, c'était un peu automatique. Mais c'était un peu l'idée aussi de se dire, mais il y avait d'autres voisins qui faisaient ça, donc c'était un peu un phénomène aussi d'entraînement, parce que finalement, une personne âgée, parce que du coup, la problématique de ces quartiers, c'est aussi que les gens sont tous à peu près issus de la même génération, tous achetés au même moment, et donc on a plein de gens qui se retrouvent âgés au même moment et à la retraite, et donc ces problématiques de retraite font que plutôt que d'avoir une maison à moitié vide, ça peut être l'occasion d'en louer une partie à des étudiants pour avoir un complément de revenus. Et donc toute l'idée un peu de ça, c'était de se dire, mais en fait finalement il y a peut-être un marché, il y a peut-être des propriétaires qui peuvent eux-mêmes devenir un peu porteurs de projets, parce qu'ils ont un intérêt à la fois financier, patrimonial, et puis de vie aussi, pourquoi pas, parce que c'est très intéressant d'avoir ces locataires au-dessus de logement de mon père, parce que simplement ils commencent à devenir un petit peu âgés. Et ça, pendant le confinement, par exemple, ils faisaient leurs courses. Donc, il y a vraiment un lien qui fait que c'est une solution aussi par rapport à ces problématiques
d'isolement et de vieillissement de la population. Donc là, la question, c'est comment on crée le processus de projet qui fait qu'on vient travailler cet existant-là, ce tissu pavillonnaire-là, à la fois pour répondre à des besoins personnels, mais aussi quelque part pour améliorer globalement ce que sont ces quartiers au futur. Alors, vous explorez ça, je veux que tu reviennes à la question de ces tests que vous avez fait, de cette expérimentation que vous avez fait au travers d'une exposition dont on a un peu entendu parler quand même. Alors, c'était justement tout l'objectif de cette exposition. Alors, on avait, c'était de ce dont je viens de parler, c'était de montrer, peut-être de tester un peu cette idée in situ, et de montrer que il pouvait peut-être y avoir non seulement qu'il y avait donc un marché, peut-être qu'il y avait vraiment que l'idée du pavillonnaire un peu classique qu'on s'en fait, ou cliché, qui serait le chacun chez soi, je veux pas de voisins, tout ça, un peu infondé. Et une immense stabilité aussi, oui, parle. Tout à fait. Et puis je pense qu'il y avait aussi quelque chose qui s'organisait. J'avais écrit un article qui s'appelait Domesticologie, qui justement parlait de ce métabolisme pavillonnaire, en fait, où les gens viennent réaménager quelque chose, et finalement, est-ce que ce serait pas un peu la deuxième vie du pavillonnaire, de continuer sur cette logique où en fait on vient rajouter du logement à un moment donné parce que les enfants sont partis, et que finalement mon terrain, je peux l'aménager comme je l'entends, comme je le veux, bon, évidemment avec un certain nombre de règles, etc. Et puis donc l'idée de cette expo, c'était à la fois donc de montrer qu'il y a un marché, ensuite de montrer que quelle forme ça peut avoir, parce que finalement on parle beaucoup de densification pavillonnaire, on parlait du BIMBY, mais sans jamais vraiment avoir vu une image. Et puis ensuite, je suis assez attaché à l'architecture, la qualité, la créativité architecturale, dire que c'est des lieux en fait dans lesquels on peut inventer une architecture incroyable et qui sort complètement en fait du côté normalisé ou très normatif qu'il peut y avoir dans des quartiers neufs, de ZAC ou autres, et donc justement où en fait il y a des contraintes spatiales, il y a un arbre qui est là depuis des années, qui est une glycine, donc on va la respecter. On va venir s'insérer dans un tissu, et donc c'était un peu l'idée de montrer tout ça. Donc tu reviens finalement à ton idée du début, c'est-à-dire on va faire enfin de l'architecture dans ces quartiers. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais pas que de l'architecture. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une grosse question de programme. C'est-à-dire que ce que je trouvais en fait passionnant et génial à Tokyo, c'est qu'en fait on avait à côté d'une maison, on a un petit immeuble, enfin un petit bâtiment avec 3 logements. Et puis à côté, on a un petit immeuble de bureau hyper sympa avec au rez-de-chaussée un coiffeur. Et tout ça qui cohabite ensemble, qui fait un environnement extrêmement agréable à vivre, extrêmement sympathique, extrêmement domestique en même temps. Et donc c'était un peu aussi l'idée que le pavillonnaire, ça peut être ça. C'est-à-dire que c'est pas que la question de la qualité architecturale. Je pense que ça peut très bien cohabiter avec des choses qui sont plus ou moins belles, plus ou moins, mais que c'est un lieu en fait qui peut être foisonnant en fait en termes de production. Et c'est un petit peu cette idée qu'on voulait tester. Donc en faisant appel à des architectes, mais c'était montrer finalement le pavillonnaire demain, qu'est-ce que ça peut accueillir, à condition de trouver des nouveaux modèles, et surtout à condition peut-être de faire que les habitants soient des vrais acteurs. Ah, et donc là, le résultat, c'est quoi ? Vous en tirez quoi, in fine ? Alors, le résultat, déjà, l'exposition, elle a permis de mettre un coup de projecteur sur un sujet qui était pas très abordé, sur le sujet du Grand Paris. Nous, on s'est vraiment concentré sur le sujet du Grand Paris, donc... et à la différence peut-être du BIMBY, c'est qu'il n'y avait pas de division parcellaire. C'est-à-dire qu'on était... Ça, c'est intéressant parce que c'est un parti pris assumé dès le début. C'est quelque part, vous imposez une contrainte et on comprend bien qu'elle vous pousse à explorer des voies plutôt inexplorées. C'est-à-dire, vous partez du principe qu'on ne va pas diviser. On ne va pas revenir découper le foncier. À la fois, ça peut donner d'autres libertés, sans doute parce qu'il faut aussi essayer, mais aussi... parce qu'on garde une plasticité pour l'avenir aussi, pour plus tard. Donc là, il y a un écart par rapport à d'autres méthodologies, notamment le BIMBY dont on a parlé, qui est plutôt sur une adéquation entre on va créer un nouveau terrain par du découpage, et dans le nouveau terrain, on aura un nouveau logement. Ouais. Vous séparez finalement de cette contrainte-là, pour avoir plus de diversité. C'était quoi l'objectif de ça ? C'est ça, en fait, c'est de se dire, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que on travaille sur le Grand Paris, on travaille notamment, en particulier sur la ville d'Arcueil, qui est déjà une ville qui a connu des vagues de densification diverses, et dans lesquelles en fait déjà le terrain n'est pas forcément divisible au regard des règles d'urbanisme
en cours. Ensuite, l'idée de se dire que si la densification pavillonnaire, ça doit passer que par je refais de la maison individuelle, c'est pas, enfin en tout cas nous c'est pas notre idée. Je trouve que c'est notre idée, c'est au contraire qu'on amène une diversité et qu'on amène une diversité de programmes et d'autres choses. Donc on n'est pas contre. Je pense que dans certains moments ou dans certains cas, ça peut être utile, ça peut être pertinent. Dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais c'est qu'une des façons de faire. Mais c'est qu'une des façons de faire. Et que voilà, c'est multiple et on voulait plutôt explorer la multiplicité des façons de faire et notamment construire au-dessus d'un garage. Ça, on a plusieurs situations comme celle-ci. Sans forcément aller devoir diviser et créer un terrain individuel ou de nouveau purement pour une autre maison individuelle. Donc les exemples, c'est ça, c'est créer un logement locatif pour le propriétaire occupant, c'est créer des bureaux, c'est monter une copropriété au fond du jardin. Ça veut dire quoi? Alors c'est un petit peu concrètement, c'était par exemple créer un espace de coworking, télétravail. À la place du garage, donc un petit bâtiment qui puisse être loué donc par la propriétaire, qui permet de lui rapporter un complément de revenu, en sachant que une partie des propriétaires c'était pour des questions de retraite, d'autres c'était pour, par exemple, on avait un propriétaire, c'était pour accueillir une jeune fille au père, et puis ils se sont rendu compte qu'il y avait un peu plus de droits à construire et qu'on pouvait faire un petit peu plus loin, donc par exemple du co-living. Dans la plupart des cas, c'était de l'investissement locatif, mais pas que. Il pouvait y avoir une partie de vente. En tout cas, on n'a pas vraiment... Enfin, pendant cette exposition, malheureusement, on n'a pas eu énormément de temps pour travailler sur les sujets de montage à proprement parler et les sujets financiers. Ça manquait un petit peu dans l'exposition. On avait commencé à aborder le sujet, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus travaillé après. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait avoir une diversité de programmes et surtout ce qui manquait dans ces territoires, c'était peut-être qu'on avait aujourd'hui une très grosse homogénéité typologique, c'est-à-dire qu'on n'a que la maison individuelle ou quasiment que ça. Et c'était de montrer qu'on pouvait avoir du bureau, notamment du bureau pour de télétravail. On aurait aimé, on aurait pu le faire, mais un petit café. On aurait pu et puis de la diversité de logements aussi, avoir des étudiants qui cohabitent avec un logement qui est pour une personne âgée, et donc avoir aussi donc une plus grande diversité de programmation. Donc vous dépassez largement la question formelle de comment est-ce qu'on intervient en termes d'architecture sur ce tissu bâti-là. Donc pour poser la question déjà du contexte humain, on est chez qui puisqu'on n'est pas sur des divisions et que quelque part le propriétaire reste là, se pose la question de ses besoins réels, où il en est dans son parcours de vie, etc., investissement ou pas, diversité programmatique et diversité, mais là vous commencez à aborder les choses en termes de montage opérationnel. Oui. Donc là tout ça est capitalisé, il y a un bouquin sur la question et on diffusera tout ça. Depuis, vous avez largement avancé sur ces réflexions. L'idée, c'est bien de créer ce service-là, de le diffuser, donc au travers d'une start-up. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, nous, depuis la fin de l'expo, qui a, comme je disais, donc déjà permis aussi de sensibiliser un certain nombre de politiques à ce sujet-là, donc d'arriver donc vraiment à faire de ce sujet un vrai... en tout cas, nous, ça nous a mis vraiment le pied à l'étrier. Et ça nous a permis de mettre un cap, un petit peu ce vers quoi on veut tendre. On sait que le chemin est long. Donc on a travaillé, suite à l'exposition, énormément sur les process, et notamment les process économiques. Ce qui manquait, je vous le disais, c'était l'aspect un peu financier. On a travaillé dessus pendant plus d'1 an et demi, en montant un petit logiciel qui permet de chiffrer très rapidement, de tester les rentabilités en fonction de différentes situations, et il peut y avoir de la vente. C'est vrai que dans l'exposition, il y avait, et même aujourd'hui, il y a des choses où en fait on peut très bien avoir une partie de vente, voire même le propriétaire peut déménager. Donc là on revient sur le scénario Bimbi. Alors, ou pas d'ailleurs, ça peut être du renouvellement urbain. On avait une famille où en fait ils étaient trop éloignés de leur lieu de travail, et puis il y avait une envie de déménager pour l'école des enfants, etc., pour plein de raisons personnelles. Et puis plutôt que de vendre, en fait, ils se sont dit tiens, ce serait une idée de faire plutôt une petite opération immobilière, on garde le foncier et puis on monte un projet et puis on va vivre ailleurs. Sans forcément diviser. En plus, le terrain là était vraiment très petit. On était sur une dent creuse, donc sur lequel on pouvait monter un peu. Donc ça aurait, dans l'expo, c'était donc du logement étudiant.
Alors, on a travaillé sur... Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, on en est où aujourd'hui ? On a donc monté tout ce logiciel pour pouvoir accompagner des clients vraiment sur l'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on s'est recentré sur déjà comment est-ce qu'on accompagne des gens pour qu'ils puissent connaître leurs droits à construire, ce qui est possible de faire sur leur propre terrain. On a 4 projets en cours, un 5e donc qu'on devrait livrer en 2021. Alors pas que issus de l'exposition, on a un. Mais on en a d'autres dans le Grand Paris, à Malakoff, à Saint-Maur-des-Fossés, au Lilas. Donc on a énormément travaillé aussi sur les process juridiques qui sont des vrais sujets, notamment quand on parlait de l'idée de ne pas diviser le terrain. Malheureusement, en droit aujourd'hui, il y a des choses qui font que c'est pas possible, parce qu'on peut pas avoir deux maisons sur un même terrain sans que ce soit divisé. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est aujourd'hui pas légalement possible. On peut pas avoir une copro horizontale, ça n'existe pas. Donc voilà, on a beaucoup travaillé ces sujets. On travaille avec l'étude Chevreux, donc qui sont une très très bonne étude de notaire, et d'ailleurs que je tiens à remercier parce qu'ils nous accompagnent énormément sur ces sujets. Et puis on développe là une application qu'on va sortir d'ici une quinzaine de jours sur le site internet de Udo, et qui permet, en tout cas pour le moment sur le Grand Paris, de connaître ses droits à construire. Enfin, on va faire une V2, une V3, on va continuer à la développer, mais en tout cas d'avoir un potentiel sur son terrain. Donc là, l'idée c'est une application dont vous vous adressez aux propriétaires, essentiellement, et ça aussi c'est un positionnement spécifique, particulier, sans refuser évidemment le dialogue avec les collectivités. C'est bien in fine essentiellement aux propriétaires que vous adressez. L'idée c'est via une appli de commencer à voir quels sont les potentiels de son terrain. Tout à fait. Une couche de service de votre part avec une étude de faisabilité, ou en tout cas plutôt de l'aide à la décision sur l'ensemble des champs, oui. Donc à la fois les droits à construire, aborder en tout cas les volumétries ou la question architecturale dans ses fondamentaux, mais aussi les enjeux économiques et les questions de montage opérationnel. Donc là, l'ensemble du champ pour aider à la prise de décision, et puis in fine aux propriétaires de se positionner, et derrière vous pouvez mettre en relation avec ceux qui pourront rendre possible un projet. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas comme... on est architecte, on est tous les 3 architectes de formation, 3 associés du Udo, mais on ne se positionne pas comme maître d'œuvre sur les sujets. On est vraiment là pour l'aide à la décision. Comme tu le disais, la faisabilité, c'est une faisabilité 360 degrés. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit peu comme si vous faisiez votre propre petit projet de promotion. C'est un petit peu comme si on était une promotion, un promoteur miniature pour le compte de quelqu'un d'autre. Alors après, on s'adresse aux propriétaires, mais on s'adresse aussi... On a un cas, par exemple, là, on a commencé le chantier la semaine dernière à Malakoff. Donc, on est sur un propriétaire qui a acheté sa maison et qui intègre un logement en plus, un logement locatif. C'est une forme de densification, et en plus, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet d'optimiser les coûts et d'avoir un revenu qui rentabilise en fait les coûts de travaux. Alors, on est donc là sur un processus particulier. On voit que vous êtes à la fois en développement de votre offre de services et de vos outils, et en même temps déjà sur l'opérationnel, donc avec des projets lancés, un mode start-up. Donc tout ça va évoluer dans les mois qui viennent, et on se reverra pour voir où ça en est, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Vous avez déjà identifié donc un certain nombre de freins juridiques. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a d'autres natures de freins, puisque là vous êtes confronté au réel de la transformation de ces parcelles pavillonnaires. Il y a d'autres éléments qui sont des freins à la transformation, à la densification que vous avez identifiés. Alors, nous, notre but, c'est vraiment justement, comme on les a identifiés, c'est au moins derrière, une fois que c'est identifié, c'est de bien les mettre dans un processus pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible par la suite. Mais ces freins qu'on a vraiment identifiés, c'est la première chose, c'est les PLU. C'est des PLU qui sont très conservateurs, et notamment sur... Alors, sur quelles entrées ? Alors, en particulier sur l'entrée du stationnement. Ouais. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est notre ennemi numéro 1. C'est quand on doit faire une place ou 2 places de parking
par logement et qu'on est sur un terrain qui fait 400-500 mètres carrés, on est très 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 vite coincé. Donc là, on retombe sur la ville pensée pour la voiture. Oui, tout à fait. Ce qui semble être une bonne idée à un instant T devient dans l'évolution de la ville une vraie contrainte. Alors, tout à fait. Au Japon, cette question de la voiture et du parking est intégrée dans la Exactement. mais de façon finalement plus contraignante et plus souple. Oui. Donc il y a bien des solutions qui existent. Donc ça, on a travaillé avec notamment un chercheur qui s'appelle Donald Choup sur ces questions-là. Ouais. On va y revenir, mais en effet, c'est un point classique et en même temps qui est souvent peu regardé dans les PLU. Donc, frein important sur cette question-là du stationnement. D'autres éléments ? Dans certains, on peut avoir alors déjà une très grande disparité entre des PLU, donc qui fait que la lecture est pas forcément toujours évidente. Par exemple, là, on a en l'occurrence un projet en dehors du Grand Paris, donc plutôt sur un milieu assez rural, où le PLU est beaucoup plus permissif que ça ne l'est dans les quartiers pavillonnaires, du Grand Paris, ce qui est assez paradoxal, en matière de densification. Donc c'est plus facile finalement de densifier le rural que... C'est plus facile de densifier le rural, en tout cas là où on est, que d'aller dans le Grand Paris où c'est justement très très conservateur. Mais c'est sans doute transposable à d'autres territoires. Ouais. Mais c'est paradoxal parce que justement ces PLU qui cherchent, en fait on comprend dans le Grand Paris leur positionnement, en fait, notamment par rapport au stationnement, c'est d'essayer de préserver les quartiers pavillonnaires. En fait, en tentant de les préserver à tout prix, on finit par les mettre en péril parce que on va surdensifier certains quartiers et puis on va avoir des quartiers qui sont sous-densifiés et surtout qui seront de plus en plus chers. C'est-à-dire que le stock de maisons individuelles reste le même et il y a de plus en plus d'acheteurs, donc les prix vont augmenter. Donc on est sur des choses où en fait c'est complètement contre-productif d'avoir des PLU qui veulent conserver à tout prix une forme urbaine. Il faudrait plutôt accompagner une transition petit à petit vers un peu plus de densité que absolument vouloir les figer. Donc c'est un point important, ça veut dire que dans les secteurs qui en tout cas connaissent une certaine attractivité et donc une dynamique de renouvellement urbain naturel, spontané, on tend plutôt à contraster les choses avec d'un côté des secteurs sur lesquels on gère par le public notamment, on gère vraiment une densification qui est plutôt intensive et de l'autre côté par contre dans les secteurs qui ne sont pas touchés par cette densification on vient plutôt figer les choses. Tout à fait. Mais au détriment de ces quartiers-là. Au détriment de ces quartiers, au fait que si on les surpréserve, demain ce sera le gisement foncier numéro 1 qu'il y aura parce qu'on aura on aura déjà tout urbanisé. Et puis aussi, il y a une décohabitation, c'est-à-dire que ces quartiers deviennent de moins en moins habités. C'est-à-dire qu'il y a le vieillissement de la population, j'en parlais tout à l'heure. On a une maison sur 2 en Ile-de-France qui est occupée par moins de 2 personnes. Et voilà, donc, c'est un vrai sujet. Je pense qu'en tout cas, on fonctionne trop par zone. Et surtout, il faut mettre les quartiers pavillonnaires dans une dynamique un peu nouvelle, penser comment ils peuvent se développer. Et malheureusement, je trouve que ça manque vraiment aujourd'hui. Y compris pour répondre aux besoins de ces quartiers-là, au-delà de répondre à des nouveaux besoins par la densification, parce qu'en effet, les chiffres de l'INSEE sont extrêmement marquants. Sur les quartiers pavillonnaires en général en France et dans les logements propriétaires occupants, on a une sous-occupation structurelle qui dépasse les 50%. Donc des logements qui sont souvent sous-occupés en soi, mais surtout inadaptés à leurs occupants, puisque simplement ils ont vieilli chez eux dans des maisons qui aujourd'hui sont pas accessibles en cas de souci d'accessibilité notamment. Et ça qui est souligné encore plus par la complexité ou la rigidité de certains PLU qui font que des propriétaires qui se mettraient à louer ou à créer un logement ou pas le font entre guillemets dans l'illégalité parce que le PLU est tellement complexe ou alors je peux pas faire un deuxième logement sur mon terrain ou faire 2 appartements à l'étage de la maison qui soient 2 jolis appartements que je puisse louer à des étudiants parce que je suis contraint par cette règle du stationnement. Donc ce qui fait que je ne déclare rien. Et ça, c'est un phénomène du coup qui est en plus, parce que certains PLU, en tout cas en Ile-de-France, dans certaines communes de Ile-de-France, sont utilisés comme un outil pour lutter contre les marchands de sommeil. Ce qui en fait est complètement contre-productif, parce que les marchands de sommeil ne vont rien déclarer. Par essence, je me souviens qu'on avait eu une discussion là-dessus avec la mairie d'Arcueil.
on disait oui, mais le stationnement, ça nous permet justement d'éviter que les marchands de sommeil arrivent. Mais les marchands de sommeil, ils vont pas demander l'autorisation. C'est par essence. On peut très bien, en fait, aujourd'hui, diviser à l'intérieur un pavillon. À partir du moment où on ne fait pas de déclaration préalable, on fait pas. Donc figé en tout cas, c'est prendre le risque de faire dépérir, y compris dans les secteurs dans les secteurs dynamiques. Alors donc là, vous êtes confronté au réel. Il y a cette inspiration japonaise, mais pas que. Enfin, il y a à la fois de l'expérimentation, mais là, vous êtes sur le terrain, d'ores et déjà. Dans votre pratique de conception, la pratique de projet, au-delà de la pratique architecturale, vous dépassez uniquement cette facette-là du projet. En quoi travailler là sur l'existant, alors spécifiquement sur du pavillonnaire, c'est finalement faire projet autrement? En quoi dans la méthode c'est différent? Alors je pense que ça s'inscrit un peu, nous, dans une idée à laquelle on tient beaucoup, qui est un peu la ville incrémentale. C'est une ville qui se fabrique, qui n'est pas une ville planifiée, mais qui est au contraire une ville en fait avec une multitude d'opportunités et qui se fabrique au fur et à mesure en fait des besoins, des parcours de vie, des parcours habitants, des nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui vont faire quelque chose, des travaux, qui vont faire une surélévation ou autre. Et finalement pour nous c'est ça qui fait la richesse d'une ville aussi, c'est vraiment ce mode de pensée qui aujourd'hui est un peu oublié ou qui a tendance à être mis de côté, en tout cas dans la façon dont on fabrique la ville à travers une planification de ZAC ou des très gros projets, des projets urbains en général. Je pense. Donc plutôt à la grande échelle, et là dans l'incrémental, c'est parcelle par parcelle. Parcelle par parcelle, et puis pas forcément, on pose souvent, on a déjà eu des discussions là-dessus, où en fait, ah oui, mais pourquoi vous n'intervenez pas sur un quartier ou un groupe de parcelles? Toute la problématique, c'est qu'en fait, on est sur des parcours de vie qui sont pas les mêmes. Des habitants, un habitant dans un pavillon, son voisin va pas exactement avoir les mêmes problématiques au même moment. Ça peut être un jeune couple qui emménage, à côté, le pavillon d'à côté, c'est une personne âgée qui aura pas du tout les mêmes sujets. Donc et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Nous, on fait un peu référence au faubourg. Le faubourg s'est constitué de façon assez progressive par incrémentation. Et ça fait une ville qui aujourd'hui est pleine de richesses, pleine de surprises, qui fait que, Et ça, c'est la ville spontanée, c'est la ville sans architecte par nature. Dans laquelle il peut y avoir de l'architecture, dans laquelle en fait il y a une cohabitation de plein de choses, et c'est une ville qui peut-être est beaucoup plus truffée d'architecture que ne l'est une ville hyper planifiée. C'est une ville qui 15 ou 30 ans ou 40 ans plus tard n'a pas tout à fait le même visage que elle l'avait à son origine. Et c'est ça qui nous semble un petit peu manquer aujourd'hui dans ce qui se fait dans la ville planifiée. C'est que c'est des villes qui sont très figées. On fait un quartier d'un coup, on livre 200, 300, 400 ou plus de logements encore, et ça va rester... Et hop, ça y est, tout a été conçu, chacun a fait son petit plot, et puis finalement, 30 ans plus tard, ce sera toujours à peu près la même chose. Donc vous êtes engagé là sur la construction de cette ville incrémentale. Alors, sans doute pas sur son design, mais en tout cas sur le fait d'aider et d'accompagner ceux qui la vivent et ceux qui l'habitent. Moi, je propose qu'on revienne dans quelques mois pour voir où vous en êtes. On est sur une démarche de start-up, donc ça marche ou pas. Exactement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'apprentissage, donc il y a très certainement beaucoup de choses à tirer de tout ça, donc on sera attentif à suivre votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter. Et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.